Bonjour, difficile de faire des petites vidéos dans l'ambiance dans laquelle le monde baigne aujourd'hui. On est un petit peu, on est beaucoup à être un petit peu médusé, hein, on est un petit peu figé face à l'aberrance de ce qui est en train de se passer dans le monde, aussi bien aux États-Unis qu'en Israël, à Gaza, en Ukraine, en Russie, au Brésil, en Argentine. Enfin, au Brésil, ça va un petit peu mieux depuis quelques temps, mais en Italie, en Europe, hein, en Pologne, en Hongrie, bon, tout ça est affligeant, affolant, et ça nous laisse sans voix, ça nous laisse les bras qui pendent, qui tombent au sol. Tous ces gens de bonne volonté qui se sont battus, qui se battent depuis 2, 3, 4 siècles pour essayer de construire quelque chose, ont l'impression que ça sert absolument à rien, quoi. Il y a quelques connards qui arrivent à faire fortune, à pousser leurs pions dans le monde politico-économique, vont arriver avec leurs gros sabots et tout détruire juste parce qu'ils ont l'assurance de l'ignorant et de la brute. Mais pourquoi on en arrive là? Pourquoi on en arrive là? Les Grecs en parlaient déjà, de la tyrannie. Ils n'arrivaient pas à éviter que la démocratie finisse en tyrannie. Et c'était leur grande crainte et c'était leur grand cycle. Mais il y a un moment où je voulais en parler dans une vidéo que je voulais faire en novembre ou en décembre, juste après l'élection de Donald Trump. On a un problème, les gentils démocrates, on veut être gentil, on veut être plein de bonne volonté, on veut être constructif, on veut arriver à défendre des valeurs qui sont les nôtres, hein, qui ne sont pas celles de tout le monde, la diversité, le respect de l'autre, le respect a priori de l'autre, l'intelligence, la culture, la diversité, le pluralisme, la discussion, l'échange, même le combat, le combat, en tout cas les joutes de parole, les combats en parole, en idées. On veut défendre tout un tas de valeurs qu'on trouve magnifiques et qu'un tas de petits connards trouvent que c'est plus facile de les foutre toutes par terre et d'essayer de marcher sur le maximum de gens, de baiser le maximum de gens et d'en prendre le plus possible, d'en bouffer le plus possible et de s'en mettre le plus possible par tous les orifices. Mais pourquoi on en arrive là? Moi je pense, et ça fait longtemps que je comprends pas, tous ces gentils démocrates, justement ils veulent être gentils. Et à un moment donné, ça marche pas. Plus on veut être bienveillant, plus il nous faut un état fort, euh, un- euh, plus il nous faut nous affirmer, plus il nous faut affirmer même avec violence la prédominance de nos valeurs, de ces valeurs infiniment humanistes, infiniment plurielles. Il faut être capable, si on veut être capable de la plus grande bienveillance, il faut être capable de la plus grande dureté, de la plus grande intransigeance, de la plus grande impitoyabilité. C'est très important. Il faut arrêter de croire à la non-violence, à la douceur, à ce qu'on peut gagner le monde par la raison, par l'intelligence. Il y a un moment, il y a certaines choses auxquelles il faut dire non. Il faut savoir dire non, et non avec énormément d'aplomb. Donc un projet infiniment démocrate, alors peut-être qu'on en reparlera, moi je suis tout à fait d'accord pour aller dans des formes de démocratie assez poussées. Moi je ne suis pas d'accord pour dire qu'on vit aujourd'hui dans des démocraties, hein. En tout cas en France non, et dans la plupart des pays du monde non plus. On en reparlera. Mais la première chose, moi, qui me saute au visage, c'est que la démocratie, l'intelligence, le pluralisme, la compréhension, ça se défend. Et ça se défend bec et ongle, et éventuellement avec des armes. Et je pense, avec Max Weber, le sociologue, je pense que l'État doit s'affirmer, et plus il est bienveillant, plus il doit s'affirmer avec force contre ceux qui détournent, qui dévoient le système, contre ceux qui cherchent à détruire le système et qui cherchent à prendre la place de toute cette bienveillance, qui cherchent
à violer, à tuer, à brutaliser, à voler. Non, il faut un État extrêmement fort pour défendre tout ça. Il faut un État qui soit capable de l'extrême violence. Voilà, il faut un État qui soit capable d'une extrême violence. Mais pour qu'un État intéressant, équilibré, soit capable et fasse preuve d'une extrême violence, il faut qu'il soit extrêmement contrôlé, extrêmement vérifié et qu'il ait extrêmement besoin de justifier ses actions. Mais c'est tout à fait possible. Tout ça est tout à fait possible. Tout à fait possible. Il y a déjà plein de choses qui ont été pensées dans ce sens-là. Il nous faut inventer des nouvelles formes d'État, peut-être pas nationaux, hein, peut-être transnationaux, peut-être fédéraux. Enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses à inventer pour gagner en ampleur, en régionalité, pour gagner peut-être même au final en globalité, et arriver à défendre ces modèles qui sont ceux de la raison, de l'intelligence, de la bienveillance, de la pluralité, de la curiosité, et peut-être même de l'amour. Mais quelqu'un qui viole une autre personne, il faut être capable de le prendre et de lui faire sa fête. Vraiment. Pas simplement lui donner 3 ans de prison avec sursis. Voilà. Alors, bon, je parle du viol, c'est un cas, pour moi c'est un des rares cas de justice pénale qui mériterait vraiment, vraiment, vraiment des peines extrêmes et définitives. Je mets à part le crime de sang, qui pour moi très souvent mérite de la mansuétude, de la compréhension, et peut-être plus des choses de l'ordre du médical que du pénal, justement. Mais bon, ça, il faudrait également pondérer cette justice. Moi, je suis pour une justice extrêmement pondérée, et je suis pour une justice qui ne soit pas égalitaire. Et je suis pour une société qui ne serait pas égalitaire non plus, mais qui serait dans une inégalité dynamique. C'est-à-dire que je suis pour un système qui institutionnalise un certain nombre d'inégalités. D'ailleurs, certaines pour les contrebalancer. Une inégalité de richesse, par exemple, doit être compensée par une inégalité de justice pour que un maximum de justice, un surplus de justice soit offert aux personnes qui sont les plus pauvres. Par exemple, quand une personne très riche commet une exaction envers une personne très pauvre, il faudrait que la peine qu'il encourt, la peine qu'il risque, cette personne très riche, soit beaucoup plus forte, extrêmement même plus forte que si c'était l'inverse, que quand c'est l'inverse, que quand c'est une personne très pauvre qui s'en prend à une personne plus riche. Alors ça, évidemment, c'est absolument impossible dans le monde dans lequel on est. Hein. Tous ceux qui ont un petit peu de pouvoir, un petit peu d'argent, feront tout pour que ça n'arrive jamais. Mais c'est la logique implacable de la justice. Mais on ne veut pas y aller. Et pourquoi beaucoup de gens qui ne sont pas du tout des enfants de cœur ont défendu bec et ongle la notion d'égalité, c'est notamment pour ça, pour que la justice reste fondamentalement injuste, c'est-à-dire complètement inégale. L'égalité de droit, c'est l'inégalité en justice. Bon voilà, ça c'est un des exemples de l'endroit où j'aimerais qu'on aille, en tant que système politique. En termes de répression, je pense qu'il faudrait assumer, et je pense avec Weber que l'État, et surtout un État qui veut le maximum de démocratie, le maximum de pluralisme et de bienveillance, je pense qu'un tel État doit être capable du maximum de dureté face à ceux qui ne jouent pas le jeu, face à ceux qui dévoient le jeu, face à ceux qui volent le système. Et au premier chef, les politiciens et les politiciennes qui utilisent le système pour s'enrichir ou pour organiser leur prise de pouvoir, ou celle de leurs amis. Alors, ces crimes-là, pour moi, ce sont les crimes les plus graves qui puissent être perpétrés dans nos systèmes, dans nos sociétés. Ce n'est pas les crimes de sang et ce n'est même pas le viol. Le viol, pour moi, viendrait juste après. Et pour moi, il faudrait instituer des peines extrêmes pour ces crimes contre le système, notamment quand ils sont perpétrés par des politiciens. Il faudrait réfléchir au cas où ces crimes, ces escroqueries envers le système, envers la démocratie, envers l'économie, envers les systèmes politiques, dans les cas où ces escroqueries
serait également perpétrée par des fonctionnaires. Alors la notion de fonctionnaire aussi, c'est quelque chose qu'il faudrait repenser vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, parce qu'on ne peut pas se contenter de dire, bon ben voilà, on a une bureaucratie avec des fonctionnaires qui sont là à vie, et on les protège à vie, et sinon, la seule alternative, c'est d'avoir des employés corvéables à merci et qu'on peut virer à chaque changement de gouvernement. Voilà, donc il y a des choses à penser, il y a des choses beaucoup plus complexes à penser. On refuse, on résiste, on ne veut pas aller vers des systèmes politiques complexes. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'outils techniques qui nous permettraient d'aller vers des systèmes politiques beaucoup plus complexes que ceux dans lesquels nous vivons. Moi, je défends par exemple une société de caste. Mais de caste dynamique, c'est-à-dire de caste qui ne serait pas du tout héréditaire, mais qui serait un système permettant de désigner tel et tel type de citoyen. Et tel type de citoyen aurait droit à plus d'attention, plus de justice, par exemple, que telle autre classe de citoyens. Notamment des citoyens qui ont commis des crimes condamnés par la société pourraient être déclassés vers des castes qui subissent des difficultés plus grandes que les autres castes et qui bénéficient de moins de droits, de moins de protection que d'autres castes. Ça, on pourrait en parler, ça je l'ai vu nulle part. Personne, on n'ose pas penser cette idée-là. Les castes, c'est l'horreur absolue. On n'a que l'exemple hindou ou de quelques civilisations plus ou moins archaïques. Ça aussi, faudrait y réfléchir aussi, hein, ces archaïsmes, où ils sont. Et il ne faudrait pas tout mettre dans le même sac. Il y a des civilisations anciennes qui ont présenté qui présentent des pistes très intéressantes pour des constructions sociétales. Bon, mais je ne suis pas du tout en train de défendre un système de caste à la façon hindoue, et surtout pas quelque chose d'héréditaire. L'énorme injustice du système de caste hindou, bon, d'abord, c'est le système de caste lui-même, les critères de caste. Enfin, il n'y a pas vraiment de critères en fait, mais ce qu'elles permettent, ces castes, elles permettent l'exploitation de certaines castes par certaines autres. Et c'est pas ça le but. Mais surtout, il faudrait que ces castes ne soient pas héréditaires et qu'elles soient dynamiques tout au cours de la vie. Au cours de la vie, d'un jour à l'autre, on devrait pouvoir, sur décision de justice ou décision sociétale, ou suite à des mécanismes qu'il faudrait mettre en place, on devrait pouvoir changer de caste, passer d'une caste à l'autre progressivement ou radicalement à un certain moment de sa vie, en fonction d'événements ou de ses actions ou d'événements de sa vie. Et ça permettrait d'inscrire le politique et la justice dans le cœur de la vie de tous les citoyens. Alors ça, c'est l'horreur absolue pour les capitalistes, c'est l'horreur absolue pour les libéraux, oui, pour les libéraux, encore plus pour les libertariens, effectivement. Hein, mais c'est la construction d'un système pour ne pas tomber dans la planification dont avait peur, parce qu'il n'y a plus vraiment de vrais libéraux aujourd'hui dans le monde. Ce sont des caricatures de libéralisme, ce sont plutôt des libertariens d'ailleurs qui sont en train de prendre le devant de la scène. Il n'y a plus beaucoup de libéraux, mais les grands libéraux comme Friedrich Hayek, des gens comme ça, avaient extrêmement peur de la planification gouvernementale. Et voilà, moi mon propos, c'est pas du tout d'aller vers de la planification gouvernementale, c'est de construire un système qui soit suffisamment bien pensé pour offrir un maximum de justice et qui prenne en compte justement les situations particulières et les différences, les inégalités de fait que vivent les personnes. Voilà. Et je pense aujourd'hui que nos systèmes de justice ne prennent pas en compte les inégalités qui existent de fait, qu'une décision de justice, alors j'allais dire qu'une décision de justice ne prenne pas en compte le pouvoir qu'exerce une personne sur une autre. Par exemple, si quelqu'un qui a beaucoup d'argent ou quelqu'un qui a un poste de pouvoir commet un crime sur une personne qui a beaucoup moins d'argent ou beaucoup moins de pouvoir, voire qui est inféodé au pouvoir de cette première personne, la peine encourue devrait être beaucoup plus grande. Alors en réalité, dans notre société, c'est déjà un petit peu le cas.
Ce sont ce qu'on appelle des circonstances aggravantes. Donc c'est pris en compte dans certaines décisions de justice, mais de façon très limitée, parce que cette dissymétrie de pouvoir va être prise en compte si et seulement si ce pouvoir s'est exercé au moment du crime. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui était effectivement inféodé au pouvoir d'une autre personne, par exemple un employé par rapport à un employeur, ou un salarié par rapport à un supérieur. Voilà, s'il y a harcèlement sexuel, ce sera d'autant plus grave s'il s'agit d'un patron ou d'un supérieur hiérarchique, ou de quelqu'un qui a une influence morale, une autorité morale, un professeur, un prêtre, etc. Et ça sera pris en compte déjà dans nos systèmes de justice. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut aller plus loin que ça. Quelqu'un qui n'a rien à voir avec la victime et qui a une position dominante dans la société doit être puni beaucoup plus gravement que si il s'agissait d'un crime entre deux personnes équivalentes. Ok ? Mais tout ça, c'est difficile à penser parce que aujourd'hui, il n'y a pas du tout la place pour cette pensée-là. Cette pensée-là, elle est très très loin. Elle est très très loin de ce qu'on peut penser aujourd'hui. Alors oui, il faut le penser, il faut les penser, ces pensées. J'espère trouver la force et trouver le courage et trouver l'énergie pour me remettre à écrire. Et il faudrait que j'écrive sur ces sujets-là, que je quitte la forme romanesque pour arriver peut-être à aller vers la forme d'essai, même si c'est très très difficile, parce que, d'une part, parce qu'écrire un essai, c'est un travail de fond, de longue haleine, et qui a... Alors les romans ont leur exigence aussi, hein, mais c'est une autre façon de travailler qui est un petit peu plus ingrate, je trouve, que le roman, même si ça peut être absolument passionnant, et même si j'aime beaucoup écrire sur des sujets sous la forme d'essai, sous la forme de réflexion. Mais aujourd'hui, j'ai pris la décision plutôt de faire passer mes pensées par cette forme de la vidéo qui est à la fois un petit peu plus immédiate, un petit peu plus brouillonne, un petit peu plus spontanée. Moi, je suis dans une recherche si vous l'avez peut-être remarqué, une recherche de spontanéité. J'essaye d'attraper à la fois une certaine forme de sincérité, et aussi une forme de spontanéité dans l'espoir de faire jaillir ce qui a du mal à sortir par rapport à tout ce que j'ai pu ingurgiter d'expérience, de lecture, de pensée, de raisonnement, de réflexion dans ma vie. Et j'essaye de sortir une synthèse de tout ça. Mon but dans la vie, mon endroit dans la vie, ça serait d'arriver à synthétiser tout ce que j'ai pu lire et qui m'a mené vers une certaine vision du monde, une certaine pensée du monde qui n'a pas l'ombre du début d'un poil de début de réalisation dans le monde. Hein. Personne n'en parle, et peut-être que je serai tout seul et que personne ne se reconnaîtra dans ce que je pourrais raconter, mais j'en fais l'invocation ici. J'essaye de me donner la foi et le courage pour pouvoir, la foi dans un sens totalement agnostique, hein, et athée, mais la foi et le courage, l'espoir, la foi dans le sens de l'espoir, la foi pour me remettre à écrire et à écrire peut-être sur ces sujets-là. C'est peut-être ça que j'ai à faire aujourd'hui, mais pour le moment je ne m'en sens pas l'énergie, je m'en sens pas capable, je m'en sens pas digne. Mais j'espère que ça pourra arriver, car je sais au fond que la dignité, elle nous appartient à chacun d'entre nous, et ce n'est pas le sujet. Ce que chacun de nous écrit, que ce soit du roman ou que ce soit de l'essai, ça a de la valeur en soi, même si on est très limité dans notre connaissance du sujet qu'on est en train de traiter. Je pense que c'est très important de prendre le courage à pleine main de faire ce qu'on a à faire, quoi. Même si au final, peut-être ça sera quelque chose qui sera pas très bon. Et peut-être que ça, il faut l'accepter. Et c'est très très difficile dans notre monde d'accepter de ne pas être bon. C'est très 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 difficile, surtout. Alors moi,
J'ai été très 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 formé à vouloir être bon, à vouloir être le meilleur. J'ai été le premier de la classe pendant très longtemps. Mes parents étaient émerveillés que j'ai la chance de devenir ingénieur, que j'ai la chance voilà, d'avoir une promotion, enfin la possibilité d'avoir une promotion sociale extraordinaire, promotion sociale que j'ai un petit peu envoyé valser, que j'ai jeté aux orties avec l'eau du bain un petit peu. Bon, je continue à me battre pour essayer quand même de garder un petit peu une place et arriver à faire quelque chose dans ce monde quand même. Et j'ai fait des choses quand même, mais bon, je ne suis pas là non plus pour parler de moi, mais je disais que c'est d'autant plus difficile d'accepter. Alors, c'est pas l'échec, hein, c'est accepter ses limites en fait, ses limitations. On a grandi, en tout cas les gens de ma génération, les gens qui sont nés jusque dans les années 70, ont grandi dans un système éducatif, scolaire, qui prônait l'excellence, le mérite, le premier de la classe, les notes, les comparaisons des notes, des résultats les uns avec les autres, et le fait qu'il fallait absolument être le meilleur, absolument réussir, voilà, absolument réussir, et que une production n'a de valeur que si elle est, alors pas que si elle est la meilleure, mais que si elle n'a de valeur que si elle est adoubée par la note finale d'un professeur, d'une autorité, de la société, du public, même, oui, du public, ça peut être la notoriété, le nombre de ventes d'un livre, le nombre de vues d'une vidéo, voilà, ça on a besoin, on a encore besoin que le succès couronne l'action de quelqu'un ou la production de quelqu'un, comme si la production de quelqu'un qui n'intéresse personne ne pouvait pas être quelque chose d'absolument formidable, incroyable, salvateur, et que peut-être on redécouvrira dans 2, 3, 4 siècles, un millénaire, 2 millénaires, 10 000 ans, peut-être une autre civilisation le découvrira, et peut-être que ça décoincera quelque chose quelque part qui sera promoteur d'un progrès extraordinaire. Il faut continuer à y croire. Il ne faut pas vouloir à tout prix être le premier, il ne faut pas vouloir à tout prix être reconnu, voilà, c'est ça aussi. Il faut accepter de ne pas être reconnu, il faut accepter de rester dans son coin, de se battre pour avoir un petit ou un moyen salaire, comme c'est ce que je fais moi, hein, quelque part, pour continuer à exister, affirmer résolument qu'on ne veut pas disparaître, qu'on veut rester là, qu'on ne partira pas, qu'on continuera à essayer, qu'on continuera à aimer, à vivre et à essayer de profiter aussi, mais qu'on ne perd pas espoir. Voilà. Moi, je ne perds pas espoir, et même si ça n'a pas beaucoup de valeur, parce que, évidemment, moi, je n'ai pas suivi un cursus universitaire, moi, je suis un spécialiste de rien du tout, et j'ai beaucoup d'admiration pour les grands universitaires, et j'aurais aimé être ça. Alors, j'aurais aimé être ça dans le domaine scientifique, mais je me suis planté, je n'ai pas réussi à devenir un chercheur scientifique pour différentes raisons, notamment mes mauvais choix personnels et mon orgueil, tout simplement, qui a fait que je suis allé plutôt vers des études d'ingénieur dans des écoles plus ou moins prestigieuses, pas tant que ça d'ailleurs, mais plutôt que d'aller, comme j'aurais dû le faire, dès le début à la fac pour me battre pour devenir chercheur en sciences, ce qui était ma vocation depuis l'enfance. Hein. Enfin voilà, j'ai été d'une idiotie profonde, et bon voilà, et je ne suis pas chercheur. Non. Donc cette carrière universitaire, pour moi c'est un idéal, hein, c'est quelque chose que j'aurais beaucoup aimé à faire. Ce n'est pas le cas, donc moi je me place à un autre endroit, moi j'aimerais être celui qui synthétise, voilà. J'aimerais être celui qui remercie infiniment tous ces chercheurs, alors notamment dans le domaine de l'économie, de la philosophie, et peut-être aussi de la science d'ailleurs, mais je m'intéresse beaucoup plus aux sciences dites humaines qu'à la science elle-même aujourd'hui. Donc moi j'aimerais être celui ou un de ceux, enfin, moi, j'aimerais faire ça, ouais, prendre tout ce qui m'a passionné pendant toute ma vie, tout ce qui continue à me passionner, toutes les lectures, les penseurs que j'ai pu côtoyer, et en faire ma propre pensée, voilà, qui ne serait pas une pensée universitaire, mais qui aurait peut-être une valeur assez relative, peut-être avec pas mal d'erreurs, mais qui serait ce que je sens devoir exprimer depuis très très longtemps, et qui est très difficile à exprimer parce qu'il faut du temps, il faut de l'énergie, il faut un peu de confiance en soi.
il faut un petit peu de, alors j'allais dire du talent, mais oui, c'est un petit peu ça. Faut choper ces moments que j'essaye de choper dans ces vidéos d'ailleurs. Ces moments où on a un petit peu le feu, où on a un petit peu le duende qui est là et qui nous pousse et qui fait en sorte que les mots justes sortent au bon moment. Et même dans l'écrit, c'est très important ça. Moi, j'ai beaucoup pratiqué l'écriture, et l'écriture, quand on écrit n'importe quoi, la plupart du temps, on a beaucoup de mal à en faire quelque chose de satisfaisant derrière. Ça n'empêche pas certains de le publier quand même. Mais le moment où on écrit, si on ne travaille pas pour que dans ce moment-là, le premier jet de l'écriture soit déjà quelque chose de très concentré, de très fort, de très juste par rapport à soi-même, on aura beaucoup de mal à créer quelque chose derrière avec ce premier matériau qui soit satisfaisant. Et donc moi je travaille à ça, moi je travaille à... c'est là où le travail de comédien m'a beaucoup apporté, parce que c'est un peu le même genre de choses, c'est un travail où le présent est très important, l'acte, le moment créateur est très important, et j'ai trouvé la quintessence de ça dans ces vidéos, voilà, et c'est pour ça que je me passionne pour ces vidéos, parce que c'est vraiment ça, c'est le moment où on peut pas sortir, c'est comme un rodéo sur un cheval sauvage, quoi. On peut, alors, parce que je me suis donné la contrainte de ne pas faire de montage et de faire toutes mes interventions en un plan séquence. Et s'il y a quelque chose qui ne me plaît vraiment pas, je recommence depuis le début. Et ça me permet des fois de créer des variantes qui sont parfois intéressantes, parfois pas, mais voilà, et j'essaye d'obtenir la vidéo qui m'intéresse le mieux, sans en faire des quantités et des quantités, hein. Je m'interdis d'aller au-delà de 2 ou 3 prises, sinon ça veut dire que le sujet n'est pas intéressant, n'est pas assez maîtrisé par moi, ne m'intéresse pas assez, n'est pas assez prégnant pour moi, et donc je le fais pas. C'est un petit peu pour ça, et je m'en désole, hein, que je fais assez peu de vidéos. Finalement, j'en fais à peu près tous les 3 ou 6 mois, et j'aimerais en faire beaucoup plus. J'essaye de trouver ma méthode pour pouvoir en faire beaucoup plus et arriver à développer quelque chose. Moi, j'aimerais arriver à développer quelque chose à travers ces vidéos, ça serait merveilleux. Alors, j'ai un idéal qui est très haut, qui est très difficile à assumer. Moi, je pense beaucoup à Michel de Montaigne, aux essais de Montaigne par rapport à ces vidéos-là. Alors, vraiment, ça n'a absolument rien à voir, hein. C'est justement, il y a la trivialité de la vidéo, hein, face à la monumentalité des je sais plus, 2000-2500 pages des essais de Montaigne, qui sont une construction. Alors, c'est pas si construit que ça, mais c'est quand même une pensée qui se construit et qu'on voit se construire au fur et à mesure à travers les essais de Montaigne. Vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet-là. Mais ça reste, je m'autorise à garder cette référence en horizon, parce que c'est cette notion, c'est ce désir de construire. Alors, de construire quelque chose, ces vidéos qui pourraient s'ajouter les unes aux autres, se préciser, se répondre, et peut-être même arriver à créer quelque chose d'un petit peu presque fractal, d'interdépendant, et ça serait absolument merveilleux si j'arrivais à faire quelque chose comme ça, mais ça voudrait dire beaucoup plus de vidéos que je ne le fais actuellement, et il faudrait que ce duende, que cette force me tienne et me soutienne beaucoup plus souvent, quoi. Voilà, moi aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à la faire surgir, cette force. Voilà, je suis pas là pour me plaindre, je suis pas là pour parler non plus trop de ma vie, c'est la vie de tout le monde, hein. On en est tous là, c'est compliqué, le travail, les voisins. Bon, après, il faut s'appuyer sur les amis, sur les gens formidables qu'on peut côtoyer. Moi, j'en côtoie pas mal, des gens vraiment, vraiment formidables. Impressionnant, merveilleux, beau, enfin bon voilà, ça c'est. Mais même avec ça, même en étant entouré comme j'ai choisi de m'entourer depuis une quinzaine d'années, c'est pas facile d'arriver à être productif, quoi, finalement, hein. Alors la productivité, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Moi, je suis pour, hein. Moi, j'ai envie de produire, j'ai envie de faire. J'ai toujours été quelqu'un qui avait envie de faire, de fabriquer, de créer, de faire quelque chose, et faire, même si c'est quelque chose d'impalpable, d'intangible, mais arriver à faire quelque chose, voilà. Donc, ben voilà ce que j'essaye de faire, et donc ben j'en ai parlé un petit peu. J'espère que je vais pouvoir développer un petit peu les thèmes que j'ai évoqués notamment dans cette vidéo-là, que je vais avoir le courage de le faire.
et envoyer chier toutes ces auto-jugements, ces auto-censures, ces peurs que j'ai, comme tout le monde, de m'exprimer, d'exprimer une pensée qui me paraît parfois un petit peu divagante, hein, parce que c'est très très loin des propositions qui nous sont faites par-ci par-là, quand il y a des propositions de progrès sociaux qui sont faites par-ci par-là. Hein. Bon, donc on va voir, mais en tout cas, on va continuer et j'espère à très bientôt.